Bonjour à toutes et à tous. Donc aujourd'hui, je viens vous parler d'un sujet qui me tient à cœur, que j'ai nommé Réinventer les masculinités, un chemin vers plus d'inclusion dans la tech. Donc moi, je m'appelle Nathan Castelin. Je suis cofondateur d'une structure qui s'appelle Chaudolil, que j'ai fondée il y a 3-4 mois maintenant. J'en parle un peu juste après. Mais à la base, je suis développeur senior. Je suis intéressé par tout ce qui est craft. Et je suis aussi un peu militant pour l'inclusion et la diversité. Et au travers de ce talk, en fait, j'ai envie de mêler un peu ces deux sujets-là, un peu de militantisme et un peu de tech, pour apporter ma réponse, ou en tout cas ma réflexion sur ce sujet-là. Je voulais remercier le DevFest pour l'accueil. C'est pas forcément facile de s'engager sur ce genre de sujet, c'est pas forcément facile de me faire confiance, en tout cas pour en parler. Et donc un grand merci pour ça. C'est la deuxième fois que je fais ce talk. Il a pris une première place il y a 1 mois et demi à Mixité, à Lyon. Et je suis très content de le refaire une deuxième fois, et je suis très content aussi de le faire à la maison. Donc merci pour ça. J'ai oublié d'inviter mes parents, mais j'aurais dû le faire, je pense. Donc Chaudolil, c'est quoi? Chaudolil, c'est une ESN militante à l'expertise craft. En fait, on va essayer de mettre en place des valeurs un peu différentes dans le monde des ESN. Essayer de bosser avec beaucoup plus de transparence salariale. Bosser beaucoup sur la redistribution des richesses, éviter des marges affolantes. Et commencer aussi à travailler un peu plus dans la confiance dans ce type de milieu et aussi avoir des mesures d'inclusion et de diversité. Je ne m'étends pas sur le modèle, on pourra en parler juste après. On a aussi un stand qui est tout au fond à gauche, sur lequel vous pourrez rencontrer soit mon compère lillois, soit les compères d'autres structures, parce qu'on existe aussi à Paris, à Lyon et à Nantes. Et donc n'hésitez pas, vous avez aussi peut-être pu croiser Josian et Julien ce matin pendant leur conférence sur le modèle mitosis, ou Emmanuel Aboif hier sur une conférence sur l'accessibilité. Au niveau de cette conférence-là, j'aimerais qu'on commence par se poser un constat et un cadre. Nos métiers dans la tech aujourd'hui sont majoritairement occupés par des hommes. C'est un constat. Je pense que vous pouvez le vivre aussi au quotidien dans vos équipes. Et même si je ressens une envie de changer le modèle, de changer les choses, il y a de plus en plus de portes qui s'ouvrent pour des profils non masculins, donc dans les formations, mais aussi dans les portes d'entrée des entreprises. Beaucoup d'efforts qui sont faits autour de recrutement et autres. Il y a encore trop de comportements, à mon sens, et de dynamiques que j'ai envie de mettre en lumière qui sont compliqués pour accueillir des profils différents du mien, des profils différents d'un homme. Et donc l'idée de cette conférence, en tout cas, c'est d'essayer de vous donner des clés de compréhension sur certains mécanismes qu'on met en place, parfois sans le vouloir. Et voilà. On se pose souvent la question des femmes qui ne sont pas là. On se pose rarement la question de ce qui les rebute aussi à rester dans le milieu de la tech. Donc le constat que je fais aujourd'hui, je vous le donne avec 2 exemples. Donc, par exemple, en haut à gauche, c'est une conférence qui a eu lieu en février dernier. Quel que soit le nom de cette conférence et quelle que soit sa spécificité, finalement, c'est des types de profils qui sont majoritairement les mêmes, des hommes blancs, probablement cisgenres et probablement hétérosexuels. Ou alors un autre exemple, où j'ai flouté les visages parce que, pour ceux qui connaissent l'histoire, cette photo est dangereuse. Mais c'est un dîner qui avait eu lieu après un événement à Paris. Et quelqu'un s'était plaint du manque de diversité et avait fini avec des avocats suite à un tweet. Donc voilà, ce constat-là, j'ai envie qu'on se le valide ensemble. Qu'on ne se pose pas la question de est-ce que c'est important ou pas d'avoir des femmes dans la tech. J'ai envie qu'on se dise que c'est un pas à faire et qu'on a envie de changer les choses. Et pourquoi c'est important? Aujourd'hui, une femme sur 2 quitte la tech avant ses 35 ans. C'est des stats qui existent. C'est-à-dire que même les femmes, une fois qu'elles arrivent dans le milieu de la tech, n'y restent pas forcément longtemps parce que ne trouvent pas un accueil chaleureux, en tout cas, sur leur place dans ce milieu-là. Une des raisons qui est évoquée pour ce problème-là, c'est une over-masculinisation, c'est-à-dire des comportements qui sont problématiques et qui ne leur donnent pas envie de continuer à progresser dans ce milieu. On a aussi 46% des femmes dans la tech qui déclarent avoir subi des comportements sexistes au cours de leur carrière. Donc une femme sur 2, même celles avec lesquelles vous travaillez au quotidien, ont probablement vécu des comportements sexistes, plus ou moins graves, parfois juste une blague, un propos sous forme de blague peut être mal interprété, peut rentrer dans ces stats-là, mais ça reste quand même énorme. Toutes les stats que je vous donne sont sourcées. À la fin de la conf, je vous file un lien vers les slides de la conférence et vous pourrez aller voir, du coup, en cliquant sur les liens, aller voir les différentes interprétations de ces stats-là.
Donc si ça vous va, moi j'aimerais bien partir avec ce constat-là. On se dit que ça manque de profils différents dans la tech, ça manque de diversité, et on a envie de changer les choses. Donc ça c'est ma proposition. Et un petit truc que je rajoute aussi sur ce talk, c'est qu'on va beaucoup parler de binarité dans ce talk. On va parler de masculinité, on va parler un peu de féminité, mais le spectre du genre est beaucoup plus large que ça. Ça me tient à cœur d'en parler. On a démarré le mois des fiertés il n'y a pas longtemps, donc on est en plein juin, il y a plein de prides qui vont se mettre en place un peu partout. Si vous avez l'occasion d'y participer, faites-le. Mais du coup, le spectre du genre est beaucoup plus large, et en ce moment, il se passe des choses pas très cool autour de la transidentité des personnes transgenres, et notamment la visibilité de certains livres qui sont sortis récemment, ou de mesures gouvernementales en cours de vote. C'est pas la folie pour ces personnes-là. Donc, juste un rappel rapide là-dessus, je vais aller très vite, mais les droits des personnes trans sont des droits humains. Et donc, je vous encourage à soutenir les personnes trans autour de vous si vous en avez, ou en tout cas à vous intéresser à ce sujet-là, si vous n'avez pas les ressources autour de vous pour en parler. Leur combat a besoin d'aide en ce moment. Je vous ai linké aussi un petit QR code que vous pourrez retrouver à la fin avec une pétition de collectif Juge pas mon genre qui permet d'essayer en tout cas de questionner la facilité du changement d'état civil dans l'administration. C'est le genre de petites actions qui sont possibles. Je clôture cette parenthèse pour en ouvrir une autre, complètement inattendue probablement. Est-ce que certains ou certaines d'entre vous connaissent le roller derby? À main levée. Vous bluffez, c'est beaucoup trop de gens. Alors, ça tombe bien, du coup, on a une conférence d'1 heure sur les règles du roller derby. Vous verrez, c'est passionnant. Très peu de lien avec la tech, mais non. Le roller derby, c'est quoi pour celles et ceux qui ne connaissent pas? C'est un sport de contact sur patin qui est à la base, enfin du coup aujourd'hui, dans une version féminin et féministe. Donc le principe, c'est que des joueuses s'affrontent sur un terrain. Donc là, c'est un exemple d'un match de l'équipe de France qui a eu lieu il y a 2 mois à peu près. Il y a des rôles d'attaque et des rôles de défense. Je ne vais pas aller plus loin dans les règles. Mais globalement, c'est un sport de contact qui nécessite une condition physique particulière aussi. Et si vous voulez un jour comprendre les règles de ce sport, je suis disponible après. On va passer 2 heures merveilleuses. Je suis arbitre de ce sport, donc je le connais bien. Mais ça pourrait faire l'objet d'une conférence, mais je ne suis pas sûr qu'elle passe dans les CFP. Ce sport aujourd'hui, il est majoritairement pratiqué par des femmes et des minorités de genre, et il est aussi dirigé par des femmes, ce qui est assez rare dans des institutions sportives. Et donc ce sport s'inclut dans une volonté politique forte. L'idée, c'est de montrer que les femmes peuvent aller sur le terrain, peuvent faire des sports de contact, peuvent faire des actions qu'on peut considérer comme violentes dans du sport, et ça à très haut niveau. Et le fun fact à propos du roller derby, c'est justement qu'on tente d'inverser les codes de genre. Donc, si on met les femmes sur le terrain à faire du sport de contact, on peut mettre les hommes à les supporter. Et donc, on peut trouver dans le roller derby des initiatives un peu rigolotes, comme ce groupe de Pom Pom Boy qui a été créé en 2016, qui a pour but de supporter des joueuses de roller derby. On change les codes, on met les femmes sur le terrain, on met les hommes sur le côté. Avec l'idée aussi de casser un peu les codes de ce que c'est que d'être un homme en 2024. Et là, ça fait bientôt 10 minutes que je parle, et vous vous dites, pourquoi tout ça? Quel est le lien avec tout ça? Je vais essayer de vous donner un indice. Je fais du théâtre, c'est parti. Attention. Ce groupe-là, du coup, c'est un peu le mien. C'est un peu celui dans lequel j'évolue depuis 8 ans maintenant. En 2016, on s'est rencontré avec des potes dans le milieu de roller derby. Et on s'est dit, à 5 ou 6 au départ, ce serait un peu rigolo et fun de faire ça, de supporter les potes qui faisaient du roller derby en prenant ce rôle de Pom Pom Boy. C'était une aventure qui était un peu fun, on a beaucoup rigolé au début. On a appris à danser sur Britney Spears. J'ai débloqué certains muscles de niveau des hanches que je ne connaissais pas. Et ce qui a commencé comme une aventure qui était un peu fun au début, c'est aujourd'hui un collectif d'une 20aine de personnes, qui est à Lille du coup, qui prend des cours de cirque, qui prend des cours de danse, et surtout qui réfléchit aussi quotidiennement à ce que c'est que d'être un homme, ce que c'est que d'évoluer dans un groupe d'hommes, et ce que c'est que quelles sont les injonctions d'être un homme en 2024. Et ce que j'ai envie de vous parler dans cette conférence, en fait, c'est un peu cette aventure-là, c'est un peu ces questionnements-là, d'avoir vécu à la fois 10 ans dans la tech et de vivre encore dans la tech, donc dans des groupes masculins qui sont classiques, qu'on retrouve un peu partout, et d'avoir aussi vécu dans un groupe masculin qui est un peu différent, sur lesquels on se pose des questions différentes et on essaye de comprendre
comment on peut offrir plus de place et comment surtout on peut en prendre un peu moins. Et donc ce talk-là, il va parler un peu de ça, il va croiser un peu ces sujets-là, avec l'envie de se dire qu'on peut collectivement en tout cas améliorer la situation. Et le but de ce talk-là, c'est pas de vous donner une marche à suivre complète, de vous dire rentrez chez vous, mettez-vous avec vos copains, prenez des mini-shorts et faites de la danse. Même si vous le faites, je serais très content de vous accompagner dans cette aventure. Mais l'idée, c'est de se dire que la valeur d'une expérience de quelqu'un d'autre, c'est donner de l'espoir, c'est se dire que les choses sont possibles, et de donner en tout cas des clés que vous interpréterez à votre manière pour changer un peu les choses. On va donc se baser sur mon vécu, on va se baser aussi beaucoup sur de la théorie que j'ai pu lire à droite à gauche, sur des choses que j'ai pu creuser aussi, et je vais aussi vous partager ces ouvrages-là. Donc sur cette conférence, on va se donner 3 points principaux. On va d'abord explorer et comprendre les différentes formes de masculinité. On va se proposer une réinvention comme une solution possible. Et enfin, on va évaluer un peu la perte et le gain de tout ça. Parce que, spoiler alerte, certains seront déçus, en tant qu'homme, on va perdre des choses dans cette histoire. C'est à peu près OK. Et du coup, je vous propose de commencer par explorer et comprendre les différentes formes de masculinité. Là, on est sur une partie qui est un peu plus théorique, que je vais essayer d'étayer avec des exemples. Et on se base beaucoup sur le travail de Raewyn Connell, qui est une sociologue australienne, qui a beaucoup travaillé sur les rapports de classe et de genre au cours de sa vie. Elle est notamment reconnue et connue pour avoir beaucoup travaillé sur les masculinités et sur le concept de masculinité hégémonique, que je vais développer bien plus après. Ça date des années 90, les choses sont encore vraies aujourd'hui et sont encore assez pertinentes. Il faut savoir qu'au début, sur les études sur ces sujets-là, on s'est beaucoup intéressé plutôt aux féminités et plutôt à documenter toutes les discriminations qui étaient subies par les femmes, donc à s'intéresser plutôt au volet de ce que les femmes vivent au quotidien à cause du système, mais très peu à ce que les hommes vivent et surtout pourquoi les hommes perpétuent le système. Donc Raewyn Connell a été une des premières à théoriser un peu autour de ça et à explorer un peu les facettes des masculinités. Et quand on parle de masculinité, on parle de quoi ? On parle de l'ensemble des attributs, des comportements et des rôles associés aux garçons et aux hommes. Il faut savoir que du coup, la masculinité, ça se définit dans un rapport de genre et de classe, parfois même dans un rapport de sexualité, et que ça se définit qu'en contraste avec la féminité. J'aime bien le définir aujourd'hui, la masculinité, sur quelles sont les attentes aujourd'hui que j'ai à être un homme dans notre société. Quand je me lève le matin, qu'est-ce qui va faire que je vais être considéré comme un homme ou comme une femme, au-delà des traits physiques, mais aussi des traits comportementaux. Et donc ça va aussi se définir forcément par rapport aux femmes, sur quelles sont les attentes d'être une femme, et du coup, les deux en complémentarité vont donner un peu le spectre de tout ça. La masculinité aussi, on en parle souvent comme l'expérience d'une position dominante. Aujourd'hui, quand vous vous levez le matin en tant qu'homme, vous êtes de facto dans une position dominante. Ce que j'essaie de transmettre en tout cas à travers ce talk, c'est un peu cette prise de conscience et de ce qu'on peut en faire derrière. Et donc Raewyn Connell, quand elle a commencé à s'intéresser à ce sujet-là, elle a essayé de hiérarchiser les différentes formes de masculinité. Parce que même quand vous êtes un homme, vous n'avez pas forcément le même échelon dans cette hiérarchie-là. Et donc Raewyn va commencer par proposer 3 formes de masculinité différentes. Sous une forme de hiérarchie qu'on peut représenter par une pyramide, les femmes ne sont pas représentées dans cette hiérarchie, souvent les femmes sont représentées en bas de cette pyramide. Parce qu'on va considérer que, quelle que soit sa place en tant qu'homme dans la hiérarchie, on sera toujours au-dessus des femmes en termes de privilèges et de quotidien. Volontairement, je ne mets pas les femmes dedans, parce que je m'intéresse sur ce talk masculinité à ce que je connais, mais vous pouvez, ayant en tête qu'on est quand même considéré au-dessus dans ce modèle-là en tout cas. L'idée, c'est qu'on prend le temps de découvrir cette pyramide et de la creuser un peu. La première masculinité, celle qui est en haut de la pyramide, c'est la masculinité dite hégémonique. Par là, on veut parler en fait de la domination d'une puissance, d'un pays, d'un groupe social sur les autres. Donc vraiment la domination des hommes sur les autres groupes sociaux, et du coup des hommes hégémoniques. La masculinité hégémonique, c'est une forme de masculinité qui est culturellement glorifiée au détriment des autres formes. C'est tout ce qui est censé garantir la position dominante des hommes et la subordination des femmes. C'est globalement aujourd'hui la façon d'être un homme qui est la plus valorisée socialement et qui est la plus mise en avant. C'est complètement contextuel, ça dépend des époques, ça dépend des moments. Et si je vous donne quelques exemples, aujourd'hui on va considérer qu'un homme fort, beau, c'est quelqu'un qui a la vitesse et la force d'un athlète. Il a le revenu d'un PDG, il a le pouvoir d'un homme politique, il a le charme d'un acteur d'Hollywood,
Il a la loyauté d'un père de famille, les compétences manuelles d'un ouvrier du BTP, la tolérance d'un frat boy, donc la tolérance à l'alcool, la tolérance à la fête, à tout ce qui s'ensuit, et la virilité d'un playboy. Ça, c'est une définition qui a été donnée par Lisa White et Mira Ferré, qui est globalement un objectif inatteignable, on en reparlera. C'est aussi, dans cette masculinité-là, c'est aussi être blanc, aimer les femmes, être hétérosexuel. On parle parfois de virilité. La virilité, en fait, c'est une expression collective et parfois individuelle de cette masculinité dominante. Du coup, cette masculinité hégémonique, en fait, c'est une défense du patriarcat. C'est une défense de ce système dans lequel les hommes oppressent d'autres classes sociales et dans lesquels ils gardent ce privilège-là comme un atout dans leur quotidien. Il faut savoir qu'on peut incarner certains de ces traits-là sans incarner l'entièreté de ces traits-là et se retrouver quand même dans ce modèle-là. Je vous parlais du fait que cette masculinité là, est complètement contextuelle. Je vous donne un exemple. Quel est le point commun entre ces trois photos? On parle de Louis XIV, les Beatles au milieu, et Jules Koundé, qui est du coup un footballeur au FC Barcelone, qui est récemment sélectionné pour l'Euro 2024 dans l'équipe de France. Le point commun entre ces trois photos, c'est que toutes ces personnes portent des talons. La grosse différence entre ces trois photos, c'est que à l'époque de Louis XVI, c'était quelque chose qui était glorifié. La preuve, c'est que le roi de France porte des talons. À l'époque de Jules Koundé, c'est quelqu'un qui prend des insultes homophobes et sexistes sur les réseaux sociaux pour avoir porté des talons. Et du coup, cette notion d'hégémonie, elle est complètement contextuelle, elle dépend des époques, elle traverse parfois les époques, parfois elle s'arrête et elle revient. Et du coup, l'idée c'est de dire qu'en un instant T, on a cette hégémonie qui est ce rapport de domination qui peut changer du jour au lendemain. Donc ça, c'était la première forme de masculinité. La deuxième, elle est ce qu'on appelle marginalisée. La deuxième, c'est de dire que certaines masculinités, même si elles vont jusqu'au bout pour répondre au modèle, vont être limitées par certains critères, et notamment la race ou la classe. Je prends l'exemple des joueurs de football. Aujourd'hui, les joueurs de football, ils peuvent être très bons, très forts, très riches, très sportifs, etc. Donc rentrer dans beaucoup de critères de la masculinité hégémonique. Pour autant, à partir du moment où ils sont racisés, donc ils ne sont pas forcément blancs, eh ben, ils vont être glorifiés, mais leur glorification, leurs avantages ne vont pas retomber sur les personnes qui partagent le même statut social. Donc le fait d'avoir des sportifs de très haut niveau qui sont très souvent racisés, ça ne va pas enlever le racisme de la France. Et donc, c'est une masculinité que Raewyn Connell met en avant aussi parce que même si elle tend à parfaire le modèle, elle n'arrivera jamais à supprimer le racisme et le rapport de classe qui est impliqué par la société aujourd'hui. Ça parle souvent des personnes racisées, ça parle aussi des personnes handicapées ou des personnes des classes défavorisées. Donc globalement, se dire que même si je suis beaucoup des critères de l'hégémonie, à partir du moment où j'ai un handicap, je serai toujours ramené à mon handicap. Et le fait de réussir dans la société ne permettra pas à toutes les personnes handicapées de profiter du privilège qui m'est apporté à moi. Ce qui est un peu moins le cas dans la masculinité plus hégémonique. Et ça nous amène à la troisième forme de masculinité, la masculinité subordonnée. Quand on parle de subordination, on parle du fait de placer une personne ou un groupe de personnes dans un état de dépendance par rapport à quelqu'un d'autre, dans un ensemble hiérarchisé. Donc ce qu'on veut dire par là, c'est que cette masculinité subordonnée, elle est dominée par cette masculinité hégémonique. Quand on parle de masculinité subordonnée, on parle de tous les comportements qui sont dits trop féminins, qui sont considérés du coup de cette manière par la masculinité hégémonique. Sauf, c'est la petite exception, si ce comportement sert à l'hégémonie. Je vous prends un exemple. L'été arrive, en tant qu'homme, je me dis, j'ai peut-être bien envie de me raser les jambes pour sentir le vent sur mes jambes fraîchement dénudées. Ben, probablement que si je fais ça, demain, plein de gens vont venir me voir en me disant bah, tu te rases les jambes, c'est quand même un peu gai tout ça. Par contre, si demain je fais la même chose, mais que je réponds non, mais je fais du vélo de très haut niveau, je fais de la compétition de vélo, les gens vont me dire d'un coup ah, c'est pour tes performances, donc c'est bon, c'est OK. Du coup, l'idée, c'est qu'il y a beaucoup de comportements qui vont être catalogués et très souvent liés à l'homosexualité, qui vont servir à cette subordination. Donc c'est une masculinité qui est oppressée. Ça passe par des insultes du quotidien. Ah, c'est qui cet enculé? Enculé est une insulte homophobe, parce qu'elle ramène aussi à tout ça.
Et du coup, souvent on parle de la masculinité homosexuelle pour désigner la masculinité subordonnée. C'est pas forcément exhaustif. Si je ramène ça un peu à moi, dans mon parcours de pom-pom boy, ça m'est arrivé de faire des prestations dans des endroits avec des gens que je connaissais pas. Et à la fin, les gens viennent me voir en me disant « C'était trop bien ce que tu as fait. Par contre, moi je suis hétérosexuel, donc je sais pas si je peux faire partie du collectif. Hein. Parce que je pense que vous êtes tous gays, non? Je suis pas sûr que ma sexualité m'a un jour aidé à mieux danser ou à mieux faire des accros. Je pense pas, en tout cas c'est pas prouvé scientifiquement. Mais du coup je pense que la question de ma sexualité n'a rien à voir avec le fait de danser sur du Beyoncé. Et donc, très rapidement, en fait, j'ai pu, moi, temporairement, faire partie de cette masculinité-là. Aujourd'hui, je suis devant vous et la question se pose moins parce que j'ai pas cette tenue, j'ai pas ces choses-là. Et aussi, c'est un exemple que les hommes peuvent changer à tout moment dans ce spectre des masculinités. Je peux représenter l'hégémonie à certains moments donnés, comme je peux représenter la subordination à d'autres moments. Et sauf qu'à chaque fois que je représente la subordination, on me ramène à ma sexualité, à ma potentielle homosexualité. Et donc ça reste une masculinité qui est oppressée et qui est utilisée aussi par l'hégémonie. Et là, vous vous dites un peu comme moi, je me suis dit au début, c'est tout. Moi, aujourd'hui, je ne me sens pas dans une de ces trois masculinités. Je ne me sens pas à rechercher la perfection dans tous les domaines de ma vie. Je ne me sens pas homosexuel et je ne fais pas partie des classes racisées ou handicapées ou pauvres. Et c'est là que Raywin rajoute une quatrième masculinité, celle dans laquelle on peut être beaucoup à se retrouver, qui s'appelle la masculinité complice. Et cette masculinité-là, elle est un peu particulière. Parce que si on reprend la définition de la masculinité hégémonique, on se dit, cet idéal, il est quand même impossible à atteindre. Enfin, je ne peux pas être à la fois beau, riche, fort, musclé, etc., etc. Et donc, à un moment donné, peu de gens, voire personne, ne respectent entièrement tous les critères de l'hégémonie. Pourtant, on est dans un système patriarcal, on est dans un système qui se nourrit du patriarcat aussi régulièrement, et qui n'est pas alimenté que par cette ambition de devenir le modèle hégémonique. Et c'est là que vient se placer la masculinité complice. C'est une masculinité qui en fait va, par ruissellement, va récupérer tous les privilèges de l'hégémonie sans avoir besoin de la mettre en avant, sans avoir besoin de défendre le patriarcat. Donc ça peut être des gens comme moi, comme vous, comme d'autres gens, qui ont pu souffrir à un moment donné de l'hégémonie en me disant « Ah, tiens, j'ai un peu de ventre aujourd'hui » ou « Tiens, je ne suis pas assez sportif » ou « Tiens, je ne suis pas assez beau », etc. etc. On a pu se moquer de moi au lycée, je ne faisais pas partie du groupe principal du collège, etc. etc. C'est des gens qui ne sont pas forcément virils, du coup, mais qui ne sont pas forcément pour autant dominés, qui ne ressentent pas cette domination. Donc ils ont intérêt à remettre en question le modèle hégémonique, à se dire « c'est un but inatteignable, ça ne m'intéresse pas, je préfère vivre autre chose, je ne m'intéresse pas à ça ou ça ». Mais par contre, ils se posent vraiment la question de quelle manière ce système leur bénéficie au quotidien. Donc ils remettent en question ce qui ne les arrange pas dans le modèle, sans jamais remettre en question ce qui les arrange dans le modèle. Et cette masculinité-là, du coup, elle est un peu particulière. Ça peut être des hommes aussi qui ont des femmes qui respectent leurs femmes, qui font des tâches au quotidien, mais parfois qui vont trouver que les féministes sont trop extrémistes, ou que le modèle fonctionne parce que dans leur bulle, ils sont heureux, et c'est OK. Et spoiler alerte, c'est complètement OK d'être complice. C'est complètement OK parce qu'on a grandi dans un système qui nous a donné cette place-là au départ. Et c'est un problème qui est systémique, ce que je vous parle aujourd'hui, ça va bien plus loin que ma personnalité et que l'ensemble des gens dans cette salle aussi. Ça fait partie de notre éducation. Il y a une phrase un jour qui a été dite qui dit « Boys will be boys ». Le côté « les garçons seront toujours des garçons ». Il faut accepter leurs différents comportements, il faut accepter la manière dont ils vivent, etc., leurs émotions, etc., etc. Et en fait, j'ai envie de challenger ça, mais j'ai envie aussi de rappeler que c'est normal de se retrouver dans cette case-là aujourd'hui, parce qu'on ne nous a pas invités à explorer d'autres cases. Et c'est ce que j'ai envie de faire un peu aujourd'hui. Parce que l'idée, c'est qu'en ne prenant pas position fortement, on ne se rend pas compte, mais on profite de tout ça, et on continue à l'alimenter d'une certaine manière. Et du coup, quelles sont les limites de ce modèle ? En fait, le modèle, il montre vite ses limites. L'hégémonie, c'est un but inatteignable. Moi, je suis assez d'accord avec ça, de me dire que j'arriverai jamais à remplir tous les critères de l'hégémonie. La masculinité subordonnée, c'est grave à éviter, parce que c'est l'homosexualité, parce que c'est pas bien vu, parce que c'est trop féminin, etc., etc. Et la complicité, c'est une source de l'hégémonie
parce qu'on alimente le système. Donc comment on trouve sa place dans toutes ces injonctions? C'est la suite de tout ça. Mais avant, j'aimerais partager un exemple, un peu plus parlant peut-être, sur un concept que j'aime bien, que je trouve très rigolo. C'est le concept de l'homosocialité. L'homosocialité, c'est une tendance qu'on a à préférer passer du temps avec des personnes du même genre que nous. Vous vous souvenez très bien à l'école quand vous étiez petit, il y a les groupes de filles, les groupes de garçons, et puis vous grandissez comme ça, et puis après ça devient vos meilleurs potes, et vous allez en soirée ensemble, etc. etc. Et tout ça, ça se pose jusqu'à une certaine limite. Mon exemple personnel, il y a 6 mois, je me suis inscrit à Basic Fit, avec l'envie de peut-être perdre un peu de poids, gagner du muscle, je sais pas. Et désolé pour celles et ceux qui aiment bien y passer du temps, j'aime bien y passer un peu de temps aussi. Mais aujourd'hui, il n'y a pas plus homo-érotique que la salle de sport. Franchement, je pense que si on prend une caméra et qu'on regarde les choses d'un autre angle, ça devient tout à fait intéressant. Jusqu'à une certaine limite. Et c'est là-dessus que j'ai envie de pointer un peu. En fait, c'est un cercle vicieux. Plus l'homme il est viril, plus il va glorifier le masculin. Par contre, plus on glorifie le masculin, plus il faut faire attention à ne pas être catégorisé comme aimer le masculin, comme devenir homosexuel. Donc plus on va glorifier le masculin, plus on va taper sur les homosexuels et être misogyne envers les femmes pour se prouver qu'on est quand même un homme qui est hétérosexuel. Et donc moi c'est une phrase que j'aime bien, mais aujourd'hui en tant qu'homme, on nous oblige, on nous invite à glorifier l'homme dans son hégémonie, donc l'homme musclé, fort, etc. Par contre, c'est interdit d'aimer l'homme. Donc on va glorifier sans jamais franchir une limite. J'ai déjà vu des scènes à Basic Fit dans les vestiaires où les gens se touchent le pectoral en mode « regarde comment il est musclé ». J'étais là genre vraiment j'ai envie d'une caméra et de retourner l'histoire différemment. Donc on peut admirer les hommes, mais il ne faut surtout pas que ça tombe dans de l'amour. Et avec les femmes, c'est tout l'inverse. On nous exige d'aimer les femmes, d'être hétérosexuels, d'apporter de l'amour. Par contre, il ne faut pas glorifier les femmes, il ne faut pas les admirer, parce qu'il ne faudrait pas qu'elles prennent trop de place par rapport à notre modèle. Et donc il y a une espèce de ligne à jamais franchir, de je peux toucher ton pectoral, mais j'ai pas le droit d'apprécier le moment. Enfin, en tout cas, pas amoureusement. Et moi, je suis au milieu de tout ça en mode, je comprends pas cette limite. Elle est un peu floue, quoi. Et à un moment donné, je vais glisser, on va me traiter d'homosexuel. J'ai peur. Et donc, voilà, c'était un peu cet exemple-là que je trouve assez rigolo, où cette limite qui existe de manière imaginaire, où il faut vraiment mettre en avant les hommes, mais surtout pas tomber amoureux d'eux, et inversement pour les femmes. Et donc il me reste une petite vingtaine de minutes, et l'idée c'est qu'est-ce qu'on a à partir de ce constat-là? Maintenant qu'on a compris en tout cas différentes formes de masculinité, comment on réinvente ça, comment on trouve sa place différemment dans ce modèle-là, en se disant que on est un peu dans tout ça. La première étape, c'est ce que j'appelle le sortir de la complicité. La question, elle n'est pas de se dire, est-ce qu'aujourd'hui je suis complice ou pas? La question que j'ai envie qu'on se pose, c'est, si jamais j'étais complice, qu'est-ce que je pourrais mettre en place pour en sortir? Et du coup, moi j'aime bien donner 4 axes, qui sont la compréhension de ses privilèges, l'éducation, la réaction et la sortie de la précarité émotionnelle. L'idée de tout ça n'est pas de ressortir d'ici avec une société de gens plus fragiles, mais plutôt des gens plus lucides, plus compréhensifs sur leur position et plus authentiques, et dans laquelle en fait votre singularité c'est une force et pas un problème dans votre chemin vers la conformité. Et donc on commence avec ça par un gros exercice de remise en question qui se base sur la roue des privilèges. La roue des privilèges c'est quoi? C'est une roue qui a été en tout cas théorisée par Sylvia Duckworth, qui consiste à prendre l'ensemble des privilèges qu'on considère dans la société actuelle occidentale et se dire qu'au plus vous êtes proche du centre, au plus vous êtes privilégié dans la société. Au plus vous êtes éloigné, au plus vous êtes considéré comme défavorisé ou vous manquez de privilèges. Et du coup, c'est de se donner un petit score, se dire, ok, voilà où j'en suis actuellement. C'est une prise de conscience de votre position. L'idée n'est pas d'avoir le plus haut score ou le plus bas score. Ne changez pas votre sexualité pour descendre ou monter les échelons. Ce serait idiot. Mais en tout cas, de se rendre compte qu'à partir du moment où vous êtes dans une case, il y a des gens qui sont potentiellement plus privilégiés et d'autres qui sont moins privilégiés. Moi, j'ai mis des petits points me concernant, donc je vois que je suis majoritairement privilégié. J'ai quelques écarts quand même. Mais dans l'ensemble, quand quelqu'un va venir me voir en me disant « je pense que tu ne peux pas comprendre parce que tu as plus de privilèges que moi »,
où tu as moins de privilèges que moi, cette troupe peut vous permettre de comprendre à quels endroits et à quel moment et pourquoi ça impacte différemment votre vécu et votre quotidien. Donc je vous invite à faire l'exercice et à calculer votre score de privilèges. Deuxième solution possible, l'éducation. L'éducation, c'est un vaste sujet. Aujourd'hui, à l'ère d'Internet, il y a de nombreuses ressources qui existent pour comprendre ces mécaniques-là. Ce que je vous présente aujourd'hui, déjà, je suis très content que vous soyez venus, en tout cas, profitez de cette ressource-là. Mon travail s'est basé sur beaucoup de choses que j'ai pu lire et construire dans mon quotidien. Donc l'idée, c'est de varier les formats, de varier les auteurs et les autrices, de voir qu'il y a plein de formats différents, il y a plein de gens qui en ont parlé différemment, d'avoir du recul aussi pour comprendre les différents sujets, les différentes approches de ces sujets-là. Et surtout, un point qui me semble important, c'est en tant qu'homme, de porter la charge d'éducation. On se repose beaucoup trop souvent sur le fait de demander à des femmes de nous éduquer parce qu'on ne comprend pas les choses. Sauf qu'il y a déjà plein de femmes qui l'ont fait, et il y a déjà plein de femmes qui ont écrit en plus dessus. Donc profitons de ce travail-là, profitons aussi du travail des hommes qui ont écrit dessus, pour engager des discussions avec des femmes sur des sujets que vous avez potassés déjà et sur lesquels du coup ça peut vous aider à finir de comprendre, mais en tout cas pas entamer la discussion en mode je ne connais rien, apprends-moi. Et ce qui est important aussi, c'est de partager ça autour de vous. C'est un truc qu'on ne fait pas forcément entre hommes, de se partager de la ressource, de se partager cette forme de vulnérabilité, de je ne sais pas, j'ai appris des choses, ce serait bien que tu en apprennes aussi. Et donc ce qu'on va chercher à faire dans l'éducation, en fait, c'est à la fois d'être initiateur de ce moment d'éducation et de le partager autour de nous pour que d'autres puissent suivre aussi cet exemple-là. Et donc moi, ce que je vais faire aujourd'hui, je vous partage quelques liens, quelques ressources que je trouve importantes dans le sujet. Ces ressources-là, c'est des choses que j'ai vues, lues ou ce genre de choses. Et c'est des choses qui sont accessibles. Il y a des bouquins qui sont beaucoup plus complexes, qui ne seraient pas une première bonne approche. Moi, je vous propose des choses où vous pouvez y aller avec votre vécu aujourd'hui, et ça vous aidera quand même à comprendre des dynamiques. Et si on veut le faire en podcast, il y a deux podcasts que j'aime bien. Il y a Mansplaining de Thomas Messias, qui va parler du coup de la masculinité en général, et qui va toujours accrocher ça à un objet culturel, principalement des films ou des séries. Donc il met en avant des mécaniques au travers d'exemples culturels. Tous les exemples que je vous donne là sont en lien à la fin de la conférence, vous n'êtes pas obligé de tout noter. Et les couilles sur la table de Victor Toyon, qui va parler beaucoup de masculinité et de plein d'approches et de choses sur la masculinité. Il y a plein de thématiques qui sont abordées dans notre podcast. Vous pouvez prendre n'importe quel épisode, ils ne sont pas forcément suivis, pour aller piocher sur ce sujet-là qui vous intéresse. Vous lisez un peu les différents titres et les descriptifs, et vous pouvez en piocher un ou deux par-ci, par-là. S'éduquer en images. Il y a une petite série qui est sortie il n'y a pas longtemps sur Arte TV, qui s'appelle Boys, 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 qui est très bien. C'est des mini-capsules de 5 minutes, et ça recense des témoignages. Et c'est des témoignages d'hommes qui partagent leur rapport à la masculinité. C'est très bien illustré, c'est sous forme de petits dessins animés. Et du coup, c'est quelqu'un qui parle derrière, qui raconte son témoignage en 5-6 minutes. Et il y a plein de sujets hyper intéressants, de vécus hyper différents. Et je pense que moi, ce qui m'a beaucoup aidé dans mon quotidien sur ces questions-là, c'est de rencontrer des vécus différents du mien. Parce qu'encore une fois, en tant qu'homme, on en parlera plus tard, on n'est pas habitué à parler de son vécu et à parler de son expérience. Deuxième possibilité, c'est un documentaire de Pauline Sander qui s'appelle « Et maintenant on fait quoi ?» Celui-là, pour le coup, il est payant, il est à 10 € sur Vimeo. Mais il a le même format, c'est un documentaire de 50 minutes avec des témoignages, des interviews d'hommes qui partagent leur vécu et leur rapport à la masculinité. Et je le trouve très cool. S'éduquer avec les mots. On n'est pas mec, de Daisy Le Tourneur, très bien, très bonne approche. C'est une personne transgenre, donc elle a débuté sa vie en tant qu'homme, elle a shifté à un moment donné. Mais du coup, c'est hyper intéressant parce qu'elle amène en fait ce vécu d'homme et du coup ce vécu de femme maintenant sur la société et la masculinisation. Et deuxième livre, Masculinité, c'est un livre collectif, c'est plein d'auteurs et d'autrices différentes qui ont écrit dessus. Et en fait, ce livre-là, il vient prendre différents pans de la société, la masculinité au travail, la masculinité dans le sport, la masculinité à l'école, la masculinité à l'adolescence. Et il couvre pas mal ces aspects-là et c'est hyper cool. Et si vous voulez vous éduquer avec le fun, j'ai deux sujets que je vous propose. Il y a la nouvelle saison de Drag Race France qui vient de sortir. Il y a le deuxième épisode ce soir, j'espère que vous allez le regarder. Drag Race, pourquoi Drag Race? C'est un concours de drague, donc il y a un côté artistique, etc. Mais c'est surtout un ensemble de personnes qui ont des masculinités différentes de la norme, qui racontent leur vécu et qui racontent leur rapport à être un homme aussi. Et donc ça parle très bien de tout ça, et ça parle aussi, souvent, c'est des masculinités qui ont été aussi subordonnées, donc opprimées, oppressées, et qui du coup racontent leur vécu, ça permet d'avoir un œil différent sur
ce que certaines personnes ont pu vivre à cause du système, certains autres hommes en tout cas. Et Pom Pom Boys, ça c'est mon cadeau, c'est offert. Il y a un réalisateur qui nous a contacté il y a 3 ans maintenant, Pierre Chassagneux, qui a fait un petit documentaire sur nous de 4 fois 30 minutes, donc sur le collectif lillois, qui parle un peu en fait de toute notre histoire, de pourquoi on est né, de là où on en est arrivé aujourd'hui et pourquoi on est motivé. Et ça se trouve sur M6, c'est M6 qui a acheté les droits de diffusion. Et moi je le trouve assez cool. Et il y a mes chiens dedans, si vous êtes plutôt team chien. On fait une balade sur un terri parce qu'on voulait les droits de France TV à la base. Du coup voilà, n'hésitez pas à jeter un coup d'œil à ça. Ça c'était pour les ressources. Solution suivante en fait c'est de réagir. Et ça c'est un truc qui est assez facile à faire, qui va demander un peu de courage au début peut-être. Mais c'est de commencer à être à l'écoute de ce qui se passe autour de vous, dans vos réunions, au travail, dans vos open space, et commencer à réagir quand il y a un propos qui semble sexiste. Comment savoir si un propos est sexiste? C'est compliqué, encore plus quand il n'y a pas de femmes dans l'assemblée, parce qu'on ne se rend pas compte de l'impact que ça peut avoir. Il n'y a pas de recette miracle là-dessus. Un exercice qui marche assez bien, c'est d'inverser le propos. Est-ce que ce propos-là, il est souvent dit en parlant d'un homme? La majorité du cas, c'est non. Est-ce que si je dis le même propos en parlant d'une personne racisée, c'est OK? Très souvent, c'est non plus. Et donc, du coup, on va essayer de casser un peu ça et de se dire, ce propos-là, il n'est pas cool, et je vais essayer de réagir. Parce que le problème de la réaction, c'est que quand on est tout seul à réagir, on est souvent considéré comme le casse-couille. J'ai été ce casse-couille-là. Je me suis retrouvé dans des réunions où des gens me regardaient après avoir fait une blague en me disant, en vérifiant si elle est sexiste ou pas. Et je ne suis pas du tout la caution sexiste d'une entreprise, sachez-le. C'est pas mon taf de cataloguer les blagues des gens. Et par contre, à partir du moment où on est plusieurs à réagir, en fait, ça va amener la remise en question de la personne qui a tenu le propos. Et c'est ça qui est hyper important, c'est de soutenir et d'accompagner des gens qui réagissent, ou d'être le premier à réagir aussi, pour engager ce mouvement de, si on est plusieurs à réagir, c'est probablement qu'il y a un problème dans le propos. Et réagir, c'est aussi réagir à soi-même. C'est aussi réagir face à ses propres comportements, se remettre en question, questionner la place qu'on prend, faire attention à des choses comme le mansplaining. Donc, est-ce que en parlant là tout de suite, j'apporte réellement quelque chose à ma prise de parole, ou est-ce que je ne fais que répéter ce qui a déjà été dit? Et le manterrupting, est-ce que j'ai laissé l'opportunité de cette personne de terminer son propos ou pas? Et donc ça, c'est réagir face aux autres et réagir face à soi-même et accepter qu'on fait des erreurs. Et surtout ne pas s'offusquer quand on fait des erreurs, se dire qu'on peut faire mieux la prochaine fois et comprendre pourquoi on a fait une erreur. Et un petit truc que j'ai envie de rajouter aussi, c'est la notion de précarité émotionnelle. Aujourd'hui, 46% des hommes ont déjà souffert de l'injonction de ne pas montrer ses émotions aux autres. C'est-à-dire que par là, vous avez, même dans le cadre du travail, dans le cadre de mon travail, j'ai parfois eu du mal à dire que je ne savais pas, ou que je n'y arrivais pas, ou qu'il y avait le feu sur la prod. J'ai bossé chez OVH, donc c'est le cas de le dire. Et de me dire qu'à ce moment-là, j'ai besoin d'un coup de main. J'espère que personne d'OVH n'est dans cette salle. Et du coup, le problème de ça, c'est qu'on nourrit des comportements qui sont pas cool, on aggrave le problème. Quand j'ai eu des problèmes au taf et que j'ai pas réussi à appeler à l'aide, j'ai pas réussi à dire que je n'y arrivais pas, j'ai pas réussi à aller chercher quelqu'un pour m'aider, j'ai juste fait durer le problème plus longtemps. J'ai pas forcément grandi sur la situation, parce que grandir tout seul en autonomie face à un problème sur lequel on n'a pas la solution, c'est compliqué. Parfois, j'allais pas bien, j'arrivais le matin, et j'allais pas bien parce qu'il s'était passé des choses dans ma vie. Par contre, je refusais d'en parler parce que je refusais que les gens me trouvent faible face à une situation qui n'était pas forcément dangereuse ou compliquée pour eux. Mais par contre, il y a des choses qui m'affectent au quotidien et qui du coup affectent forcément mon travail au quotidien. Et si j'ai pas cet espace pour l'exprimer, j'ai pas cet espace aux autres pour comprendre et m'accompagner potentiellement. Et de la même façon, une autre stat, il y a 19% d'hommes qui sont en situation, donc sur 100% des hommes qui sont en situation de détresse psychologique élevée, donc on parle de détresse psychologique élevée, ce qui est un cas encore plus grave que juste je ne vais pas bien, il y a seulement 1/5 de ces hommes qui consultent. Parce qu'aujourd'hui, aller chez un psy ou une psy en tant qu'homme, c'est un gros aveu de faiblesse. J'ai pas les stats du côté femmes, mais moi, dans mon entourage, en tout cas, je connais beaucoup plus de femmes qui vont régulièrement chez un ou une psy que d'hommes. Il faut savoir que c'est compliqué de trouver des stats sur ces chiffres-là, enfin sur ces sujets-là. Donc là, les 19% viennent d'un sondage à Montréal. Ça reste occidental, c'est pas vraiment l'Europe, mais ça reste quand même un milieu proche du nôtre. Et donc sortir de la précarité émotionnelle, c'est quoi? C'est exprimer ses émotions et surtout exprimer ses vulnérabilités.
et c'est exactement ce que je disais juste avant, c'est accepter de dire qu'on ne va pas bien, qu'on ne va pas bien pour ces raisons-là, et même si elles peuvent paraître parfois légères par rapport à d'autres, c'est important de pouvoir le faire. Communiquer sur tout ça, et si j'en parle aujourd'hui, c'est pas pour en parler, pas pour faire ça que dans votre espace personnel, faites-le dans votre espace professionnel, et faites-le pour vous, et apprenez aussi à offrir cet espace aux autres. Il n'y a rien de mieux que d'un espace où chacun peut dire quand il va et quand il va pas bien, et du coup pouvoir trouver des solutions et des accompagnements par rapport à ça. Et donc ça implique d'être à l'écoute et d'être en remise en question constante. Donc apprenez à être vulnérable et apprenez à créer des environnements où les autres peuvent l'être aussi. Acceptez que les autres peuvent faire des erreurs, aidez à rebondir, aidez à ne pas les recréer, mettez en place des environnements où les gens peuvent faire des erreurs et où les gens peuvent grandir de leurs erreurs. Et enfin, faites-le pour des raisons saines. Le féminisme n'est pas un moyen de prédation. Le féminisme n'est pas la nouvelle carotte qui va vous permettre de séduire les femmes. Ne cherchez pas de la reconnaissance quand vous faites des choses qui vont dans le sens de la diversité et de l'inclusion. Ne cherchez pas le cookie qu'on vous donnera peut-être pas quand vous faites quelque chose de bien. Dites-vous juste que vous avancez dans un sens qui vous paraît plus logique pour vous. Et du coup, posez-vous quand même régulièrement la question de vos intentions. Ça m'est déjà arrivé aussi de merder sur ce sujet-là. Ça m'est déjà arrivé de ne pas aller dans le bon sens et de me rappeler pourquoi je fais ça et de quel est le sens de ma prise de parole ou de ma démarche actuelle vis-à-vis de ces sujets-là. Et du coup, la perte et le gain. L'espace, il n'est pas infini. Ce qui n'est pas une vraie phrase, l'espace, il est infini. Dans le cadre de la société, l'espace n'est pas infini. Et du coup, offrir de l'espace aux autres, c'est accepter d'en perdre. Et du coup, qu'est-ce qu'on peut y gagner en tant qu'homme ? En voulant sortir de cette position dominante, on va perdre des avantages. Donc égoïstement, on pourrait se dire, pourquoi on fait ça ? Une des premiers arguments, c'est de se dire, on recherche une société plus éthique. Quand vous décidez d'arrêter de prendre l'avion, ou de manger moins de viande, ou de faire ce genre de choses, ou de faire pipi dans votre douche, vous faites une action qui, en fait, vous décidez de perdre certains avantages au profit de la société. Je prends l'avion, je prends beaucoup moins l'avion, ça veut dire que je me déplace beaucoup moins, je fais des voyages qui sont moins jolis, etc. Mais je le fais dans un but sociétal. C'est pareil pour ces sujets-là. Quand vous allez accepter de perdre un peu de place, c'est que vous le faites dans un but plus grand que vous. Et dans un point de vue plus personnel, et ça c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur aussi, c'est qu'en pensant à ça, en offrant de la place, vous allez aussi pouvoir vous créer des espaces avec beaucoup plus de liberté. Donc on se donne un peu la promesse d'un monde qui a plus de liberté pour chacun d'entre nous en fait, et où chacun peut être ce qu'il veut. J'ai un pote dans les Pom Pom Boys qui a une grande passion de se mettre de l'huile pailletée sur les jambes quand il fait de la prestation. Je vous conseille, n'hésitez pas, les paillettes c'est toujours bien. Le problème de ça, c'est qu'il ne peut pas le faire ailleurs. Il ne peut pas décider pour X ou Y raison à un moment donné de se mettre de l'huile pailletée ou se mettre du vernis. Parce qu'il sait qu'il n'a pas cette liberté-là ailleurs que dans le collectif. Et en fait, j'aimerais bien un monde où il puisse le faire sans problème, où moi je puisse porter aussi d'autres types de vêtements, d'autres types de choses dans ma vie, et où on ne me questionne pas et où j'ai pas cette crainte de me dire je sors comme ça et je ne sais pas ce qui va se passer pour moi au cours de mes trajets, au cours de ça. Ça m'est déjà arrivé, parfois je porte des chaussures à talons parce que je trouve ça pas mal, notamment parce que ma copine fait 10 cm de plus que moi, donc à un moment donné, il faut compenser. Ça m'est déjà arrivé en fait de prendre mes chaussures dans la voiture et de me dire je préfère pas faire le trajet à pied parce que j'ai pas envie de me faire emmerder et je les mettrai une fois sur place. Et je trouve ça dommage en fait, parce que moi je me sens privé d'une liberté de faire un peu ce que je veux pour des choses que je ne comprends pas. Il y a beaucoup de gens qui sont déjà venus me voir après des prestations de Pom Pom Boy en me disant j'aime vraiment trop ce que tu fais, c'est vraiment cool, mais j'oserais jamais le faire moi. Et j'ai envie de dire mais pourquoi en fait ? Pourquoi tu peux pas te donner cette liberté-là ? Parce qu'en fait, avec ce modèle d'hégémonie, à viser cet idéal qu'on n'atteindra jamais, en fait, on se rend malheureux et on se ferme des portes sur ce qu'on a envie d'être et comment on a envie de vivre. Donc quand on arrive à mettre en place un cadre comme ça, où on arrive à vivre ces libertés-là, eh ben, en fait, on permet à chacun d'être le meilleur de soi-même. Et si vous arrivez à le faire dans votre cadre de travail, ça va aussi fortement aider à votre productivité, à vos KPI, à tout ce qui s'ensuit, parce que des gens qui sont heureux, ils sont aussi heureux dans leur taf, et des gens qui sont heureux dans leur taf arrivent à mieux gérer leur quotidien, à être plus performants et tout ça. Et donc, au final, cette perte de privilèges, ça va permettre de créer un espace de liberté pour chacun, chacune, et un espace de collaboration plus que de compétition. Et aujourd'hui, en tant qu'homme, on nous incite très souvent à la compétition, et j'aimerais en fait dire stop de temps en temps, parce que de temps en temps, j'ai pas envie
J'ai envie de collaborer avec l'autre et pas de me dire il faut absolument que je sois toujours meilleur que lui et c'est ça qui me drive dans mon envie d'être plus compétent. Et une phrase que j'ai bien aimée, que vous pouvez retrouver dans le documentaire des Pom Pom Boys sur M6. On a un jour un des Pom Pom Boys en réunion qui nous a dit en fait, ce groupe de Pom Pom Boys, ça m'a réconcilié avec les hommes. Parce que cette personne-là avait vécu dans un milieu un peu particulier. Il avait grandi en tant que personne subordonnée, donc dans une masculinité plutôt homosexuelle. Et il avait passé une bonne partie de sa vie à se faire brimer, à se faire insulter, à se faire rejeter sur le vécu qu'il avait. Et il a perdu complètement confiance dans ce que c'est que de vivre dans un groupe d'hommes. Et le fait d'entendre cette personne-là nous dire aujourd'hui, en fait, vous m'avez permis de me réconcilier avec le groupe d'hommes, avec comment vivre avec d'autres hommes, ben, je trouve ça hyper fort parce que je me dis qu'on a créé un espace de liberté pour lui, qu'on a créé un endroit où il se sent à l'aise. Et ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de problème et qu'on n'en discute pas de temps en temps, mais ça veut dire qu'on est capable d'avoir ces discussions-là et de partager nos émotions. Et moi, ça m'a fait beaucoup de bien d'entendre ça. Et si je peux terminer sur un dernier conseil, il y a un principe que j'aime bien dans l'artisanat logiciel, qui est une règle qui s'appelle la Boy Scout Rules, qu'on appelle maintenant la règle scout. On en a enlevé le boy, mais dans mon cadre, ça m'intéresse de le garder. C'est qu'on trouve dans un des ouvrages de Robert C. Martin, dans Clean Code. Et ça dit globalement que quand vous arrivez à un endroit, un peu comme les scouts, quand vous arrivez dans votre petit terrain pour planter vos tentes, quand vous repartez, c'est un peu plus propre qu'avant. Vous avez peut-être réparé l'escalier, vous avez coupé quelques arbres qui étaient un peu trop importants. Ben, c'est un peu l'idée aussi que j'ai envie de partager avec ce talk-là. Quand vous arrivez dans un endroit qui est tel qu'il est actuellement, essayez de repartir en le laissant un peu plus propre, en ayant réagi à certaines choses, en ayant aidé certains collègues à exprimer leurs émotions, en ayant exprimé vos émotions, etc. Du coup, en ayant créé un cadre qui soit beaucoup plus sain. Et est-ce qu'il y a un lien aujourd'hui entre l'artisanat logiciel et l'inclusion et la diversité? Moi, je suis à peu près persuadé que oui, mais laissez-moi le temps de faire ma prochaine conf là-dessus. Et pour terminer, quelques remerciements. Derrière chaque homme déconstruit, il y a des féministes épuisés. Merci aux miennes. Il y a beaucoup de personnes qui m'ont accompagné dans la réflexion de cette conférence, qui m'ont motivé à la proposer dans certains CFP. Merci notamment à Magali Milberg, merci Erika Charolois et Cécile D'Amico. C'est des gens avec qui j'ai pu discuter de mon CFP, avec qui j'ai pu discuter de mon orientation de conférence, et qui m'ont beaucoup aidé aussi à prendre les choses de mon angle et surtout pas glisser vers un angle qui ne serait pas ma position en fait. Donc notamment pas trop parler de féminisme et pas trop parler de ces choses-là parce que mon angle c'est celui d'un homme qui a vécu dans la tech et qui a vécu une aventure un peu particulière qui m'a questionné. Et aussi un remerciement très spécial à Manon qui m'accompagne au quotidien et toutes les personnes qui ont participé aux répétitions et qui m'ont aidé à faire grandir ce talk. Et donc d'ici, vous trouverez un petit lien vers mon bento. Il y a tous mes liens, il y a les liens vers les slides de cette conférence, il y a les liens aussi vers la pétition de Juge pas mon genre. Et si vous avez des questions ou des feedbacks, il me reste 2 minutes 30, je pense. 2 minutes pour quelques questions. Et sinon, je suis disponible après sur tout ça. Merci beaucoup.